Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Lanceur d'alerte, gérée par le Lobbying Citoyen. Nous recevons aujourd'hui Xavier de Fongalan, ex-administrateur et directeur général de CapD, qui était une société d'investissement montée sous le contrôle et avec le Crédit Agricole, afin d'investir dans des PME pour les faire croître, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs à la base. Mais il se trouve que le Crédit Agricole a fini par effectuer un virage à 180 degrés. Il a complètement changé de politique en cours de route, entraînant dans la ruine les filiales de CapD et mettant sans vergogne leur personnel sur le carreau, et le tout en l'espace de 2 ans. Alors Xavier de Fongalan, pour le coup, est devenu le bouc émissaire de ses commanditaires, de ses supérieurs, qui n'ont jamais voulu assumer les conséquences de leurs mauvaises décisions et qui ont voulu lui faire porter le chapeau. Donc, Monsieur de Fongalan, maintenant, ça fait 23 ans qu'il mène un combat pour sauver sa dignité, dire la vérité sur les actes irresponsables et manipulateurs de dirigeants et d'auxiliaires de justice, puisque vous allez voir qu'en plus, il y a de la manipulation judiciaire derrière tout ça. Et voilà, des gens que rien n'arrête pour se dédouaner ou s'enrichir, et bien souvent, c'est les deux en même temps. Alors, bonjour Xavier, et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, après avoir longuement parcouru votre site Parlons Vrai, puisque vous avez un site internet qui permet justement de connaître tous les tenants et les aboutissants de cette affaire avec toutes les preuves en plus nécessaires, il y a 2 éléments essentiels qu'en ressortent. Les dérives, d'abord dans le comportement du Crédit Agricole vis-à-vis de sa propre initiative, et puis une puissance telle que ses dirigeants parviennent même à manipuler la justice pour se déresponsabiliser. Donc, on va commencer par les dérives. Avec le recul, vous avez assisté à travers cette filiale à un changement de politique drastique, dont vous parlez sur votre site d'ailleurs. Alors, quel type de changement exactement? Comment ça s'est passé, ce revirement du Crédit Agricole? Si vous voulez, je crois qu'il y avait un péché au niveau de la conception, c'est que cette initiative, qui était très bonne dans le fond, a été mise dans les mains de personnes qui agissaient essentiellement sur la bourse en gérant des actifs de SICAV qui étaient souscrits par des particuliers. Or, le réflexe d'un boursier, c'est souvent, il est bien connu, c'est ça baisse, je vends. Bon, de façon à pas avoir trop de pertes après-demain. Et au fond, dans la pratique au niveau de la conduite de cette société d'investissement, moi je venais d'une société sœur au sein du Crédit Agricole, qui, elle, au contraire, avait l'habitude de travailler sur le long terme. Et nous aurions dû travailler sur le long terme. Mais lorsque je suis arrivé, il y a eu des difficultés très rapidement. Au bout de 6-8 mois, on a découvert des difficultés sur un dossier qui avait été très mal ficelé à l'origine. Bon, j'aurais pu être responsable, hein, il ne s'agit pas de dire que je suis parfait, mais il se trouve que je n'étais pas responsable. Et le Crédit Agricole s'est dit, oh là là, tout ça est mal ficelé, on va changer complètement de politique, et ce qu'on a mis du temps à construire, eh ben on va le détruire tout de suite. Bon, ce qui était désastreux, parce qu'on ne prend pas des participations dans des PME, on ne s'engage pas vis-à-vis d'équipes dirigeantes, des personnels, des banquiers de ces filiales, sans un minimum de cohérence et de constance dans le temps. Donc, une bonne idée, gérée au sein d'un environnement qui n'était pas armé intellectuellement qui n'avait pas l'habitude. C'est pas que les gens n'étaient pas intelligents, mais c'était pas leur métier. Ben, une bonne idée s'est trouvée sabotée par des réflexes de boursiers. Au bout de quelques mois, ils se sont quand même rendus compte, parce que c'est pas idiot, et puis malgré tout, on s'est passé des messages, que l'idée, qu'il fallait pas s'aborder tout de suite, parce que il n'aurait rien récupéré. Donc il y a eu un projet de consolidation, malgré tout, de cette entreprise qui a été mis sur pied. Mais on m'a dit, écoutez, vous êtes arrivé en dernier lieu, partez, laissez le fondateur gérer finalement son entreprise seul, avec nous, et puis au revoir et merci. Comme j'avais passé 10 années dans le groupe central du Crédit Agricole, dans cette autre filiale que j'évoquais à l'instant, sans démériter, c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'avait proposé de relever ce défi, eh bien on m'a octroyé une indemnité, et je suis parti
en septembre 90, 18 mois après être rentré dans CapD, avec, je dirais, le sentiment d'avoir fait mon devoir correctement. Et a priori, je ne devais plus entendre parler de cette société financière, le Crédit Agricole se chargeant de sa survie. D'accord. Voilà. Donc pendant 2 ans après, t'entends plus parler de rien. T'es parti avec le sentiment du travail accompli. Après que les autres fassent des erreurs et gèrent leur truc à leur sauce, toi c'est plus ton souci. T'as fait ce qu'il fallait. Tu pars donc avec ton chèque comme toute personne qui aurait travaillé correctement. Et puis 2 ans après, tout d'un coup, on vient te voir. Et on te dit, mais attendez, c'est pas bien ce que vous avez fait, vous êtes parti avec la caisse, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Donc je suis convoqué rue du Château des Rentiers, qui est connu, lieu connu d'un certain nombre de responsables du monde économique, pas uniquement d'ailleurs, et un inspecteur, mi-figue mi-raisin, me dit, halte là, jeune tapis des beaux quartiers, racontez-moi comment vous avez piqué dans la caisse, comment vous êtes signé votre chèque d'indemnité à vous-même, etc. Bon, ce qui était évidemment très pénible. On n'a pas de copie d'ailleurs de cet entretien, ce procès verbal. Je lui raconte qu'il ne s'agissait pas du tout de ça. Il m'écoute à peu près correctement, je pense, mais 6 mois plus tard, je me retrouve mis en examen, en long, en large et en travers, pour abus de biens social et un certain nombre d'autres chefs d'accusation. Et là, je découvre une technique juridique. Enfin, il faut attaquer sur 10 chefs d'accusation. Si jamais il y en a un qui saute, il en restera toujours 9. Donc, c'est l'accablement complet. Et je découvre à ce moment-là, je prends ça avec le sourire aujourd'hui, mais je peux vous assurer que on n'emmène pas large. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment le ciel qui vous tombe sur la tête. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez jamais trompé, menti à vos actionnaires, aux banques, à votre conseil d'administration. Pendant mes 18 mois de présence, il y avait pratiquement un conseil d'administration tous les mois, pas tout à fait, mais presque, et 4 assemblées générales qui se sont tenues. Et mes interlocuteurs étaient des gens a priori perspicaces. Jamais ils n'ont pu imaginer qu'on les ait trompés à quelque niveau que ce soit. Alors, ce qui s'est passé, c'est en fait un coup de malchance. 3 mois après mon départ de CapD en septembre 90, la personne qui était la tutrice de cette opération et qui était à un niveau très élevé de la direction générale du Crédit Agricole s'est engueulée avec le directeur général et elle a claqué la porte. Bon, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec notre dossier, qui était microscopique, au sein de cette grande banque, mais elle part. À partir du moment où elle part, ses équipes paniquent, un remplaçant arrive, et le remplaçant dit par définition, tout ce qu'a fait mon prédécesseur, c'est nul, donc je plante cette société, et au lieu de continuer l'augmentation de capital qui était prévue, je retire les sous, et c'est plus mon problème. Au bout de quelques semaines ou de très peu de mois, il se rend compte qu'il a fait une énorme boulette, qu'il a été très mal conseillé, et il se dit, oh là, dépôt de bilan, passif, le tribunal de commerce va lancer une enquête, il va y avoir une analyse des responsabilités, et au fond, je risque d'être pris en défaut. C'est donc là du coup, il se cherche un bouc émissaire là. Oui, il faut trouver quelqu'un qui est mal agi à sa place pour que le Crédit Agricole ne soit pas affecté par le péché mortel qu'il a fait, parce qu'on n'a pas le droit, quand on est représentant d'une grande institution, qu'on traite avec des entreprises, qui plus est des PME, et on n'a pas le droit de se conduire d'une façon aussi sauvage. On essaye de faire les choses. À la limite, s'il y a des gens qui ont fauté, effectivement, on les vire, on détermine les responsabilités, mais on fait le ménage tout seul. On ne laisse pas porter cette affaire en justice. Et ça a été le péché majeur. Mais à partir du moment où la justice est saisie, alors là, c'est dans la main des administrateurs judiciaires, des auxiliaires de justice, et ces gens-là, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de profiter des dépouilles, en se disant, écoutez, on va se faire du gras là-dessus, les banquiers sont tout penauds, on va faire le travail à leur place, on va faire un sale boulot qui consiste à les dédouaner,
et en échange, qui nous laisse faire nos petites turpitudes voilà. Dans notre coin. Alors c'est là qu'on en arrive justement au côté le plus sombre de cette affaire, parce qu'en fait déjà pendant 23 années, toi tu t'es battu pour que ta dignité soit sauvegardée, reconnue, puisqu'en fait ça a été un peu cataclysmique tout ça, c'est-à-dire qu'après effectivement pour retrouver un travail dans ce milieu-là, pour retrouver une bonne image que tu avais pendant toutes tes années de bons et loyaux services auparavant bâtis et tout s'écroulait tout d'un coup parce que tu te retrouvais avec des procédures sur le dos, etc. Et donc pendant 23 ans, tu te bats pour que tout ça, ça soit mis au clair et que en fait on dise bien non, monsieur Xavier de Fongalan, il est absolument pas responsable de tout ça et on lui fait porter le chapeau. Et c'est là que tu t'aperçois avec toutes les procédures que tu as pu faire qu'il y a véritablement une manipulation en fait de l'instrument judiciaire. C'est-à-dire que ces gens-là arrivent même à avoir accès à la justice et à la tourner à leur avantage pour que ça se retourne contre le bouc émissaire toujours et encore. Ah oui, bien sûr, mais alors que fait le dirigeant du Crédit Agricole à ce moment-là? Il contacte, j'imagine, son service juridique. J'étais pas dans son bureau à ce moment-là, mais par ses réseaux en tout cas, il prend pour avocat quelqu'un qui était président des agréés auprès du tribunal de commerce. Ça peut paraître un petit peu technique, mais disons que c'est une courroie de transmission entre un justiciable et le tribunal de commerce. Bon. L'avocat en question fait en sorte que le tribunal de commerce nomme un juge commissaire qui va juger du dossier, et le juge commissaire qui a envie de faire carrière, qui deviendra d'ailleurs président du tribunal de commerce de Paris avec une réputation relativement sulfureuse, à l'époque fait ses premières armes et se dit « Ouh là là, voilà un truc à gratter, je vais rendre service aux banques et je vais faire plonger un ou deux individus qui vont prendre tout sur la tête et puis moi ça me fera un petit peu mousser et au passage mes amis vont gagner un peu d'argent ». Alors ses amis c'est quoi? C'est un expert qui fait partie de son réseau, c'était facile à trouver à l'époque, et qui va faire en fait un rapport d'expertise en forme de, moi je le dis très publiquement, un faux en écriture publique, et qui aura en quelque sorte, avant les jugements, l'autorité de la chose jugée, quasiment. Et dans ce rapport, il va énoncer un certain nombre de contre-vérités. Et on va pas rentrer dans les détails, ça va agacer, c'est pas la peine d'embêter nos auditeurs et spectateurs, mais j'ai essayé de mettre le maximum d'informations sur ce site parlonsvrai.com. On peut s'y reporter et si on souhaite très très complet, des renseignements complémentaires, je suis toujours disponible. Bon. Donc finalement, d'un côté, il y a un acharnement de la part de ces auxiliaires de justice. Et puis, dans la vie, tout n'est pas toujours mauvais. Hein. Il se trouve que, ayant, quelques connaissances dans le milieu de la finance de fil en aiguille, j'arrive à être soutenu par un directeur général de banque également, et par quelques autres amis, qui lui connaît le futur directeur général du Crédit Agricole, et qui lui écrit en lui disant, écoute, il s'agit véritablement, ce que subit Xavier, c'est une pitrerie judiciaire. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit noir sur blanc. Il m'a donné une copie d'ailleurs de ses courriers, c'est pas moi qui les ai volés. Et tu dois corriger ça. Bon, très bien. Comme en face, le directeur général du Crédit Agricole est quelqu'un d'honnête, d'honorable, et qui était très bien respecté de ses troupes, mais qui était encadré parfois par des gens, disons, un peu compliqués, lui dit, écoute, on va mettre ça à l'étude et on va faire en sorte que, après, quand l'horizon sera clarifié, Xavier de Fongalan, finalement, puisse être dédommagé. Voilà. Alors, donc, d'un côté de la scène, acharnement judiciaire, et de l'autre côté, on prépare de quoi penser le blessé. Ouais. En fait, il cherchait à mettre en place un moyen de t'acheter, quoi. Voilà. Oui, c'est le combat de catch. Bon, les juges arbitres du combat de catch savent très bien quel est le résultat.
Et puis il y a les soigneurs dans la coulisse qui sont chargés de récupérer celui qui s'est tordu le bras, à qui on a tordu le bras. Alors effectivement, pendant cette période, ça va durer 10 ans, hein, entre 92 et 2002, à partir de 95, plus précisément, des contacts sont pris et un des dirigeants du Crédit Agricole, celui qui s'était mal débrouillé, me fait passer une proposition en forme de chantage du style écoutez, c'est pas compliqué, si vous vous taisez pendant toute la durée des procédures, à l'issue de tout ça, on fera un don à une association qui vous fera un prêt d'honneur, que vous rembourserez pas, enfin un truc complètement tordu. Les personnes de très bonne qualité qui me transmettent ce message parce qu'elles souhaitaient me rendre service, vous imaginez bien que pendant toutes ces années-là, on est au 36e dessous et il y a malgré tout des gens charitables qui essayent de vous remonter le moral, sont rassurés quand je leur dis il est hors de question d'accepter ce chantage. Ceci dit, mon avocat et l'ami qui m'a beaucoup aidé après me disent écoute, il faut quand même pas injurier l'avenir. Et ça, c'est une bonne leçon qui peut être utile pour d'autres. Reste ferme sur tes positions, mais sois pas trop agressif malgré tout. On ne sait jamais. Bon. Et effectivement, je dirais que les procédures se terminent de façon lamentable, parce que sur 10 procédures, à peu près, j'en ai gagné 8. Il en est resté 2. Sur les 2, la condamnation, c'était vraiment le coup de pied de l'âne pour que ces procédures ne se terminent pas de façon lamentable pour la justice. Mes amis me disent, mais au fond, t'as gagné sur le plan du moral, t'as gagné très bien, sauf que malgré tout, les condamnations, quelques résiduelles qu'elles aient été, ça reste des condamnations et ça a des conséquences absolument désastreuses sur le plan de la vie personnelle et professionnelle. Bon, j'ai été marqué en Banque de France, j'ai été mis en liquidation, enfin, des trucs ahurissants, tout ça pour rien, hein, alors que j'ai jamais volé, trompé, menti. Oui, puis tu as fait ton travail, ni plus ni moins. Ouais. Mais pendant ce temps-là, pendant 5 ans, la personne qui était le bon dirigeant du Crédit Agricole a été, pour des tas de raisons professionnelles, soumise à des pressions de place pour des rapprochements avec l'Indo-Suez, etc. Et à certains moments, j'ai craint qu'elle ne parte. Bon, j'étais pas le seul d'ailleurs, elle la première. Ce qui fait que la parole d'un dirigeant de bonne qualité, honnête, pouvait très bien tomber à l'eau. Et pendant 5 ans, j'ai tremblé avec ma famille et mes amis pour savoir si les promesses allaient être suivies des faits. Et il se trouve qu'effectivement, ayant été maintenu, en 2003, au début de l'année 2003, on me dit, écoute, on va passer à la caisse, hein, alors on va monter une transaction, et cette transaction, il faut que tu nous écrives une lettre quand même, en disant que on n'est vraiment pas des gens bien, et que tu vas nous poursuivre. Comment aurais-je pu? Enfin, ça fait rien. Donc, tu nous montres ce dossier, on va le classer, enfin, tu nous envoies un papier, on va le classer dans nos dossiers, et puis sur cette base, on va monter une transaction. Parfait. Sauf que la transaction qui était prévue n'est pas respectée au niveau des termes. Donc, je refuse de la signer à la dernière minute, quand j'en prends connaissance. Et l'ami qui était à l'origine de cette négociation, et qui l'a conduite jusqu'au bout, avec beaucoup de courage, me dit, t'as raison, il fallait pas signer. Je rappelle le dirigeant du Crédit Agricole, je reviens vers toi. Et le lendemain, il me dit, écoute, il y a rien à faire. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Tu es obligé d'accepter ça, sinon tu n'auras rien. Son entourage s'oppose vivement à ce que tu aies plus que ce qu'on te propose. Ce qui était complètement idiot comme raisonnement, parce que si les termes avaient été respectés, ça ne coûtait quasiment rien au Crédit Agricole, pour des tas de raisons, y compris morales. Bien évidemment, j'aurais respecté la confidentialité
qui m'a été imposée au niveau de cette transaction, et on n'aurait plus jamais entendu parler de rien. Donc en modifiant ces termes, en fait, ils ont cherché à faire quoi? Ils ont cherché en une nouvelle fois à te manipuler et puis à tirer parti de la situation. Ce sont des réflexes stupides, idiots, d'ego déplacés, de conseillers qui disent mais c'est absolument ahurissant qu'on dédommage quelqu'un, etc. Donc il faut l'écraser. Et à partir du moment où on veut écraser quelqu'un, effectivement, soit la personne meurt, ça arrive dans bien des cas, soit la personne résiste et se dit on m'a roulé dans la farine, et à ce moment-là, le poteau rose ne peut qu'être découvert. Donc c'est vraiment à nouveau de l'inconséquence stupide. C'est tout, on ne peut pas évoquer autrement, c'est l'acharnement ridicule. Bon, enfin voilà, toujours est-il que je signe, je me tais, parce que je voulais respecter malgré tout cet engagement, et puis au bout de quelques années, très peu d'années d'ailleurs, je me rends compte, ça je le savais que je m'étais fait rouler, mais surtout que je ne peux pas m'en sortir. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me retourne vers mes amis et je leur dis, écoutez, il faut quand même que je demande une requalification de cette transaction. Et ces amis considèrent qu'effectivement, c'est une évidence, il faut que les choses soient corrigées. Comment faire? Sur le plan amical, rien ne se passe, donc il faut que je lance une procédure et j'assigne le Crédit Agricole en requalification de cette transaction. J'obtiens heureusement des témoignages de gens très bien, du même niveau largement que le niveau de mes interlocuteurs, et la procédure se déroule, c'est pas si vieux que ça, entre 2007 et 2012. Et c'est là que je deviens un lanceur d'alerte. Jusqu'à présent, mes déboires sont des déboires qu'ont connus plein de dirigeants. La mafia des tribunaux de commerce, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin, c'est Monsieur Godino, c'est vieux, tout le monde sait que ce sont des nids de corruption. Jusqu'à présent, il n'y a rien de neuf. Bon. Mais là où je peux apporter quelque chose, c'est de montrer le jeu, comment dire, de ce double jeu qui dure pendant des années, où d'un côté, on berne la justice, et de l'autre côté, on essaye de s'en sortir, d'être à peu près correct, pardon, avec sa victime. Mais pour gagner dans la requalification de cette transaction, il fallait quand même que je puisse interroger les anciens dirigeants du Crédit Agricole qui étaient à l'origine, enfin au moins l'ancien dirigeant qui était à l'origine de toutes ces erreurs et de ces inconséquences. Donc je lui envoie, ainsi qu'au directeur général qui avait fait, si je puis dire, son travail en fonction de sa conscience, des questions en leur disant, mais écoutez, est-ce que vous voudriez bien répondre à tel et tel point, confirmer mon argumentation et d'une façon qui peut être un petit peu désagréable, mais on ne peut pas faire autrement au milieu d'une procédure. Donc, on monte une sommation interpellative. Tout ceci a été fait après qu'ait été pris moult contacts avec la hiérarchie du Crédit Agricole. Je n'ai jamais pris en défaut qui que ce soit en étant intempestif. Donc, j'envoie des sommations interpellatives délivrées par huissier qui tiennent au moins sur 4 pages. Et alors, est-ce qu'ils répondent à tout ça? Alors voilà, c'est là qu'on arrive au fond du sujet qui peut intéresser nos auditeurs. Et bien sûr que non, ils ne répondent pas, et je m'en doutais un peu. Mais nous nous en doutions, mais on a ainsi la confirmation, les juges ne tenant même pas compte de l'existence de ces sommations interpellatives, que la justice protège les corrupteurs et les corrompus. C'est-à-dire que l'adage « qui ne dit mot consent » n'a strictement aucune valeur sur le plan juridique, et qu'au fond, le sachant, et en l'occurrence il s'agissait des sachants au plus haut niveau possible de la connaissance, puisqu'ils avaient soit ordonné les turpitudes, soit tenté de les couvrir correctement. Ces sachants-là se taisant, les juges leur donnant droit de se taire d'une façon parfaitement abusive, à mon avis, eh bien,
preuve est faite et que elle est corrompue. Alors ça paraît un peu prétentieux de dire ça, beaucoup d'autres pourraient le faire, mais encore faut-il le faire d'une façon aussi probante. Et c'est en ce sens que je deviens un lanceur d'alerte en disant il faut mettre le droit à l'endroit et faire en sorte que ceux qui savent et se taisent ne soient plus protégés. Voilà, c'est tout bête. Absolument, absolument. Alors, donc t'es l'archétype même de la personne qu'on a choisie pour bouc émissaire, pour porter la responsabilité des autres, et qui se retrouve en fait au milieu d'un nid de frelons où les gens se connaissent, où ils font leur petite sauce à eux, et où toi t'es un peu tout seul au milieu de tout ça, et il faut arriver à t'en dépatouiller quand même. Voilà. Et on a derrière des juges qui, eux, en plus, couvrent un petit peu les agissements de ces gens-là. Parce que c'est vrai qu'en plus, tu le dis d'ailleurs sur ton site, il y a des avocats et des auxiliaires de justice qui ont touché des sommes faramineuses d'honoraires dans cette affaire. Par rapport au service rendu, je peux vous dire que c'est tout à fait ahurissant. Bon. Incroyable. Et les archives des tribunaux de commerce que j'ai à un moment consultées, on m'a retiré un papier qui était, semble-t-il, confidentiel, qu'il fallait pas que je regarde, mais j'ai découvert en l'espace de 5 minutes, et après on m'a fait comprendre que j'étais indésirable, recèle des perles, hein, des perles. Alors, bon, tout ce beau discours, pourquoi ça peut paraître encore une fois naïf de présenter ça face au public. Bon, il se trouve que le raisonnement que je tiens n'est pas très original. Je voudrais me rapporter à un petit papier qui est paru dans Mediapart le 6 janvier 2015. C'est pas si vieux. Oui, c'est récent. Et le chef du service central de prévention de la corruption, qui est un service qui dépend du ministère de la Justice, s'exprimait dans une interview à propos de l'enrichissement illicite des élus. Mais on va voir que le sujet est le même. Et il proposait de renverser la charge de la preuve en matière de corruption. Et dans le cas d'espèce de l'enrichissement illicite des élus, il disait c'est à l'élu, dans mon cas ce serait au sachant, de prouver l'origine licite ou de confirmer les faits pour les élus, de prouver l'origine licite des biens dont ils disposent. C'est à eux de démontrer qu'ils sont honnêtes et intègres, et non pas à la personne honnête et intègre de démontrer qu'elle l'est. Il faut inverser. Exactement. Alors, bon, excusez-moi, c'est un peu long, mais c'est capital pour montrer le sérieux du sujet. Il ajoutait ce renversement de la charge de la preuve existe dans le code pénal. Pour les trafiquants de drogue et les proxénètes, ça n'est pas nouveau. Pourquoi ne pas l'appliquer aux atteintes à la probité, favoritisme, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, on est en plein dans le coup du trafic d'influence, etc. Il continue, ce principe existe en France pour d'autres formes de délinquance sans que cela heurte le principe de la présomption d'innocence. Il existe à l'étranger, au Royaume-Uni, et même dans certains pays du continent africain. Je dis même, c'est un peu péjoratif, mais c'est pour dire que il n'y a pas que dans ce qu'on appelle les anciennes démocraties développées que ce genre de principe existe. Voilà. Alors, il se trouve, et on peut enfoncer le clou un petit peu plus loin, qu'un certain nombre de députés ont proposé ce renversement de la charge de la preuve. Cette disposition en 2013, c'est pas vieux, lors de l'examen des lois sur la transparence. Et ça a été sans succès, le gouvernement s'y est opposé. D'accord. Donc le gouvernement s'oppose en fait à ce qu'on avance un petit peu dans la lutte contre la corruption. Ah ben le gouvernement... C'est clairement ça. Ah ben, quelle meilleure preuve, voilà. Le gouvernement, moi je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il change d'avis, il peut le faire tous les jours. Bon, le gouvernement protège les corrupteurs et les corrompus. Oui. Tout aussi bête que ça. Tout à fait. Et des magistrats l'exposent, chargés de la lutte contre la corruption. J'imagine que d'autres qui ne sont pas chargés de lutter contre la corruption le pensent aussi. Bon. Donc on a des avalanches de lois qui sont censées établir la transparence de ceci, de cela, etc. Mais les principes de base fondamentaux qui règlent finalement l'économie du droit au sens large, ceux-là sont bafoués ou tout au moins pas
on ne veut pas qu'ils existent et qu'ils soient appliqués. Or, les conséquences en matière d'économie de la justice de ce genre de renversement de la charge de la preuve serait mais considérable, parce qu'il n'y a pas que dans le cas de figure que j'ai vécu que ça s'appliquerait. Non, ben c'est sûr. Toutes les procédures civiles, etc. Bon, autant dire que les gens seraient mis au pas et que le robinet de la corruption, on pourrait ainsi tenter de le fermer, au lieu d'essayer de protéger les lanceurs d'alerte en collant des rustines à chaque fois qu'un pétard se produit. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. On court, c'est un travail décisif, hein, on remonte le rocher en permanence, mais on ne veut pas faire en sorte que le rocher soit, si possible, solidement implanté au sommet. On ne veut pas traiter le fond du sujet. Il y a une jolie vitrine de droit et de justice qui est mise devant les justiciables. Tout le monde y croit, et puis en fait, on s'aperçoit derrière que c'est un miroir aux alouettes, quoi. Presque. Alors, c'est pas de l'illusion, hein, dire ça fait un peu parano. On dit, mais ces gens-là sont travaillés du chapeau, etc. Ils essayent de s'esquiver, etc. Non, c'est la réalité. C'est ce qu'on vit, c'est ce que vivent tous les lanceurs d'alerte. Je ne dis rien de plus que ce que pourrait dire Stéphanie Gibault, d'autres, Antoine Deltour, Ida Chavagnac, Charles Simon, Françoise Nicolas, etc. À tous les niveaux de leur procédure, il y a des gens qui ont menti par omission alors ça fait un peu moral de dire ça, mais le péché par omission, il peut être mortel. Hein. Bah oui, la preuve d'ailleurs. Ça fait beaucoup de dégâts sur ta vie, sur celle de ta famille aussi. Et ça fait des dégâts aussi sur beaucoup d'autres. Alors, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ton affaire, qui était immense, hein, puisque je le répète, ça a été une affaire qui a duré pendant 23 années et dont t'es pas complètement sorti, jamais vraiment complètement sorti d'ailleurs, parce que forcément ça marque à vie, ça. Donc on va en voir beaucoup d'autres, des lanceurs d'alerte qui ont subi des choses ubuesques, qui ont souvent un vrai problème avec la justice aussi. On voit bien que le mal a gangréné aussi toute cette partie-là de la société. C'est un fait. Donc en tout cas, Xavier, merci beaucoup pour ton témoignage. Oui, vas-y. Pardon. Non, je voudrais ajouter une chose. Pas du tout pour contrer ce que vous venez de dire, mais il faut garder espoir. Bon. Il ne faut pas être naïf, hein, il faut marteler, il faut répéter les choses, etc. Mais dans ce qui m'est arrivé, il y a eu des gens bien qui se sont interposés. Il ne faut pas négliger ça. Donc, il faut à la fois être très ferme, et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, mais en même temps, il faut laisser, j'allais dire, à la partie adverse la possibilité de traiter correctement les sujets. De façon, encore une fois, stupide, des gens ont empêché que cela se fasse ainsi, mais il faut laisser cette possibilité pour l'avenir. Voilà. Et bien sûr, je ne suis pas le seul. Prenons le cas de l'affaire Kerviel et de la Société Générale. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près convaincu. Non pas que Kerviel a bien agi, lui-même a reconnu qu'il avait quand même fait des énormités, et je ne me mets pas du tout à ce niveau-là. Mais bien sûr aussi que la justice a été bernée dans cette affaire jusqu'à maintenant, et j'espère qu'elle va le reconnaître très bientôt. Donc les choses peuvent avancer. C'est dur, c'est long, on prend des coups, mais il faut garder espoir. Mais c'est ce qu'on va faire, on va garder espoir, hein, parce que les témoignages... C'est l'intérêt des dirigeants des banques, hein, pardon encore une fois. C'est l'intérêt d'un dirigeant de banque de faire comprendre à ses troupes que malgré tout, ils n'abusent pas trop. Et pour le Crédit Agricole et pour la Société Générale. Voilà. Tout à fait. Entre autres. Merci beaucoup Xavier, hein, pour ton témoignage, et puis voilà, on va continuer nos appels vers les lanceurs d'alerte pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent expliquer tout ce qu'ils ont vécu, et en tout cas merci à toi d'avoir participé à l'aventure, et puis écoute, merci. Bon courage et puis à très bientôt. Hein. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.